Bonjour à tous. Pour ce temps de le dire de la rentrée, nous voici à Orléans, au Centre de recherche internationale universitaire. Nous allons faire la connaissance de Jérémy Corbeau, qui est depuis 6 ans l'administrateur des GBU, les groupes bibliques universitaires de France. Bonjour Jérémy. Bonjour Patricia. Jérémy, si nous vous avons invité ce matin, c'est aussi parce que vous êtes photographe et que vous avez développé un certain regard sur l'espace urbain. Vos photos ont déjà été exposées au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, à 2 pas d'ici. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous découvrons quelques lignes de votre itinéraire. C'est une biographie signée Marjolaine Dorn. Pour Jérémy Corbeau, la photographie a longtemps été un loisir comme un autre. Son premier contact avec cet art remonte à son enfance. Lors d'un séjour en centre aéré, il apprend à développer des photos argentiques dans un laboratoire. En 2003, alors qu'il est étudiant en Écosse et en Suède, Jérémy fait de nombreux clichés souvenirs. Très vite, la photographie devient une passion à plein temps. Quelques années auparavant, à 19 ans, le jeune artiste issu d'une famille chrétienne choisit personnellement de donner sa vie à Dieu. En 2007, il expose pour la première fois ses photos au grand public, puis il enchaîne les expositions. Dans l'une des antennes de la mairie d'Orléans, il présente une série intitulée « Les Blossières », une série photo qui met en valeur un quartier défavorisé de la ville. En 2012, lors d'une exposition au profit du Téléthon, il se trouve aux côtés d'artistes professionnels, premier pas vers la reconnaissance de son travail. En 2014, le Musée des Beaux-Arts d'Orléans accueille sa série personnelle « Perception », ce qui est pour lui une consécration. Chrétien engagé, il devient en 2008 l'administrateur des groupes bibliques universitaires de France et coordonne depuis 2009 le programme Forum Veritas, des conférences-débats organisées entre des orateurs chrétiens et non chrétiens sur des questions de société. Une occasion de faire vivre ses convictions dans le milieu des étudiants. Jérémy, comment est-ce que vous avez découvert la foi chrétienne ? Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont emmené à l'église depuis que j'étais petit. C'était vraiment des moments que j'appréciais beaucoup, parce que ça me permettait de revoir mes amis, de revoir les personnes de l'assemblée, et aussi d'entendre des enseignements que j'aimais beaucoup. Donc j'ai toujours été à l'église quand j'étais jeune. J'ai aussi été très sensible, je dirais, au témoignage de mes parents, c'est-à-dire que ce qui était vécu à la maison était en cohérence avec ce qui était enseigné le dimanche à l'église. Donc ça avait beaucoup d'importance pour moi de voir cette cohérence. Et du coup, j'avais pas forcément de raison de ne pas croire en l'existence de Dieu. Il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes vraiment demandé est-ce que ma vie a un sens, pourquoi je suis sur Terre Alors je me suis posé, comme tout le monde, ces questions, quel est le sens un petit peu de la vie? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Un petit exemple, une petite chose qui m'a amusé, j'avais un petit chat, et donc je m'amusais des fois à jouer avec ou à l'observer jouer. Et je me souviens de m'être interrogé en le voyant en me disant, donc quand on a un chat, on a ces petites oreilles qui bougent tout le temps dans tous les sens, comme des petites paraboles, et m'être dit, comment le hasard a-t-il pu créer des choses aussi petites, aussi utiles que les oreilles d'un chat qui sont aussi complexes. Donc voilà, c'est des petits exemples qui m'ont conforté dans l'idée de croire en Dieu. Et aussi quelque chose qui m'a aussi encouragé, c'était, j'entendais souvent des objections contre Dieu, mais ce n'était pas forcément des arguments. Donc je dirais, j'ai jamais eu d'argument prouvant que Dieu n'existait pas. Donc dans un sens, quand j'étais petit, je croyais forcément que Dieu existait, et je le crois toujours. Alors dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, on vous voit demander le baptême. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour cette démarche ? Alors c'était vraiment une démarche personnelle. C'était de vraiment rencontrer Jésus-Christ comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Parce que je m'étais aperçu, donc en allant à l'église quand j'étais petit, que les gens de l'Assemblée avaient quelque chose que je n'avais pas. C'était vraiment cette relation personnelle avec Dieu qui me manquait. Et donc, en acceptant Dieu dans ma vie, j'acceptais d'être avec quelqu'un, c'est-à-dire de ne plus avancer seul dans la vie et de vraiment être accompagné de quelqu'un dans la vie ou dans les choix à faire de vie. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un avant et un après votre baptême? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Ce qui a surtout changé, c'était le sens. Quand on rencontre Dieu, du coup, notre vie a un sens. Alors, ça ne veut pas dire que tout est facile, que tout va bien, mais on est vraiment avec quelqu'un. Notre vie, du coup, un sens pour avancer. Quand vous dites « on est avec quelqu'un », ça se manifeste comment? Eh bien, par exemple, quand on prie, quand on lit la Bible,
on peut comprendre des choses qu'on n'aurait pas forcément comprises précédemment. On peut avoir des éclairages comme ça différents, une compréhension de l'écriture différente et une espérance aussi différente. Est-ce que vous vous sentez plus fort ? Alors je ne sais pas si plus fort est l'expression correcte, mais en tout cas on se sent moins seul, on se sent accompagné. Alors plus fort, on pourrait dire plus fort dans le sens où on sait que Dieu qui a tout créé est avec nous, mais c'est une présence. C'est une présence de tous les jours. Alors vous êtes membre de l'église évangélique protestante des Blossières, qui est un quartier d'Orléans. Quelle importance revêt cet engagement pour vous ? Alors pour moi, il est important de s'engager dans son église, parce que ça permet d'avoir un témoignage aussi bien de s'encourager entre chrétiens, parce que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, donc on a chacun des difficultés dans la vie, des espérances ou des encouragements. Il est important justement de s'encourager entre chrétiens pour continuer à aller de l'avant, à louer Dieu aussi, et à faire grandir notre église et notre foi personnelle. Mais c'est aussi important d'avoir un témoignage dans le quartier, dans la vie extérieure de l'Église, de montrer que les chrétiens sont des gens tout à fait normaux, tout à fait respectables et qu'on est ouvert à tous et qu'on est vraiment, qu'on apprécie tous les gens, peu importe leurs origines, leurs convictions ou ce qu'ils ont fait dans la vie. Et alors les études d'économie, pourquoi l'économie et pas les beaux-arts par exemple, puisque vous êtes photographe ? Alors j'aime beaucoup l'économie ou la gestion, parce que ça permet d'avoir un regard assez pragmatique sur la manière dont fonctionne le monde. Au travers de l'économie, on va vraiment voir des choses très concrètes, comme comment fonctionnent les marchés, comment fonctionne la vie, tout simplement. Et ça me semblait important d'avoir ces études pour vraiment comprendre le monde. Voilà. Avoir une compréhension globale du fonctionnement un peu du monde pour ensuite pouvoir s'y intégrer de manière un petit peu plus... Et ça s'articule facilement avec votre foi ? Oui, je vais dire... Parce que quand on est un économiste chrétien, est-ce qu'on a des convictions particulières, une éthique, enfin des... Alors, je dirais qu'on aura une manière de regarder les choses différentes. On aura un regard chrétien sur le monde, c'est-à-dire on aura le désir de vouloir apporter la paix à ceux qui nous entourent, le désir aussi peut-être de vouloir avoir une économie un petit peu plus juste, voilà, des petits éléments qui vont permettre d'avoir un regard un petit peu différent que si on était juste centré sur soi par rapport à ces questions économiques. Alors à côté de l'économie, il y a une passion dans votre vie, on l'a vu presque depuis l'enfance, c'est la photographie. Grâce à cet art, vous avez développé un regard existentiel sur notre environnement quotidien et vous bousculez même le spectateur, comme nous le montre ce reportage signé Marjolaine Dorn. Présenter des personnages dans des situations inversées, jouer avec les reflets et les effets de miroir, Jérémy Corbeau aime capter la réalité quotidienne avec un œil différent. À travers ses photos, le jeune artiste veut bousculer le spectateur dans ses certitudes. L'œil est la lampe du corps. Si tout ton œil est éclairé, ton corps est en bon état. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et je trouvais ça assez intéressant parce que ça montre justement que la manière dont on va percevoir les choses aura une influence sur la manière dont nous, on se perçoit et dans laquelle on va aussi percevoir les autres. Si vous tournez votre tête dans un sens ou dans l'autre, vous verrez l'image telle qu'elle a été faite à l'origine. La photographie, une manière aussi de témoigner de sa foi. L'idée de cette photographie, c'était vraiment de montrer un petit peu l'espérance. Donc on part dans un couloir assez sombre et on arrive vers une lumière comme ça qui réchauffe aussi. Ça me fait penser à quelqu'un qui a traversé une période difficile dans la vie. C'est celle où on voit une personne humaine de manière la plus complète. En fait, c'est jusqu'à présent, on avait plutôt des bouts de personnes ou des ombres. Donc voilà, moi ça m'évoque une personne qui a réussi à se reconstruire en fait. Encore un pas et tu es dans la lumière en fait. Mon objectif, c'est d'amener les gens un petit peu à réfléchir sur aussi quelle est un peu leur espérance.
Et moi, je trouvais important dans ma démarche de justement avoir cette réflexion chrétienne sur la vie dans sa globalité. On est chrétien dans tout son être. Donc j'aurais tendance à dire que ma photographie est une photographie chrétienne, entre guillemets, parce que ça reflète un petit peu ma personnalité, qui on est et en quoi on espère. Donc, par exemple, certaines de mes photographies vont être un petit peu plus sombres, parce que je pense que dans toute personne et dans toute vie, il y a une période de complexité et aussi de difficulté et aussi de souffrance. Mais il y aura aussi de l'espoir et de l'espérance. Pour Jérémy, la ville est une source intarissable d'inspiration. Quand je me balade en ville, la plupart du temps, j'ai mon petit appareil photo sur moi. Donc c'est avec lui que je vais faire la plupart de mes photos. Donc, par exemple, je vais me mettre ici. Je trouve intéressant de cette photographie, ça va être les deux bâtiments. Et cette lumière entre les deux qui va être un petit peu comme une espérance. En photographie, j'aime bien aussi jouer avec les effets de reflets, qui est des vitres. Je trouve aussi intéressant de jouer un petit peu sur les ombres. Justement, c'est aussi des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Mettre en valeur la beauté des choses insignifiantes, c'est donc l'ambition artistique de Jérémy Corbeau. Alors Jérémy, pourquoi est-ce que vous avez choisi la photo et pas pour vous exprimer et pas le dessin, la peinture, la musique, le théâtre? Alors, je dirais que mon moyen de communication privilégié, c'est vraiment l'image. C'est cette captation d'images photographiques. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime et qui me caractérise depuis longtemps. Donc c'est vraiment ma manière de communiquer principale. Ouais, plus que la parole, plus que la parole, que le dessin ou que l'écriture. Oui. Et alors, quand on regarde vos photos, on est rapidement frappé par leur côté abstrait, très poétique et un brin intellectuel aussi. Qu'est-ce que vous cherchez à nous dire, en fait? J'essaie surtout d'amener nos contemporains un petit peu à réfléchir à la perception qu'ils vont avoir de leur environnement. Il y a une citation d'un philosophe que j'aime beaucoup. Il existe deux mondes, notre corps et le monde extérieur. C'est une citation d'Emmanuel Kant qui pour moi est vraiment très actuelle, parce que les gens auront tendance à penser que leur représentation du monde est la réalité absolue, alors qu'en fait il s'agit juste d'une perception ou d'un reflet de la réalité. C'est-à-dire que pour vous, il y a une autre réalité au-delà de ce qu'on voit ou... Je dirais qu'il y a plusieurs degrés de réalité. En tant que chrétien, je dirais qu'il y a la réalité du monde qui nous entoure, mais aussi la réalité du monde spirituel qu'on ne peut pas cerner de manière aussi basique qu'une table ou qu'un fauteuil. Et alors, comment est-ce que vous vous y prenez pour que les gens réalisent ça? Alors, j'essaie d'interroger les gens sur leur manière de regarder. Donc, on a nos 5 sens, et donc moi, j'ai travaillé sur la vue. Donc, comment est-ce que je regarde ce qui m'entoure? Et donc, j'aime bien, du coup, jouer un petit peu sur la manière de regarder une photo, soit en inversant l'image dans le sens, ou soit en jouant sur des perceptions ou des reflets que les gens auront vus en vrai, mais n'auront pas perçus ensuite. Et du coup, la réalité qu'ils imaginaient peut être un petit peu différente de la réalité qu'ils avaient de ce qu'ils voyaient. Et en quoi est-ce que c'est important de décaler son regard? Décaler son regard, pour moi, est important, parce que ça permet d'avoir un regard différent sur la vie. On peut avoir un regard plus aimant, avec un petit peu plus d'espoir, même si la vie n'est pas forcément facile. Mais je dirais, le fait de regarder les choses différemment nous amène aussi à penser différemment. Par exemple, avec la série que j'ai faite sur les Blossières, l'idée c'était de montrer donc, un quartier qui peut avoir l'air un petit peu froid des fois, parce que c'est vraiment des lignes assez géométriques. Mon idée était de montrer comment regarder ce quartier différemment, comment lui donner quelque chose de joli à regarder, comment le voir différemment. Comment est-ce que réagit le public en général? Le public est intrigué. Donc il va voir ces formes parfois un peu bizarres, un peu dans tous les sens. Donc au début il va être intrigué, et ensuite il va trouver ça intéressant de voir les choses un petit peu différemment, et puis de voir qu'on peut justement percevoir des choses qu'on n'avait pas forcément comprises au début. Alors ils vous interrogent ou ils parlent entre eux ou... Alors ça dépend. Quand je fais les tours d'exposition comme j'ai fait au musée, j'aime beaucoup faire la présentation de l'exposition, comme ça me permet à la fois d'échanger avec les gens, d'avoir leur retour, leurs impressions. Mais quand je présente une œuvre, la première chose que je fais, c'est déjà demander aux gens comment est-ce qu'ils voient l'œuvre qu'ils voient, comment est-ce qu'ils l'interprètent, pour ensuite donner une explication à ce qu'ils comprennent. Est-ce que vous qualifieriez votre art d'art religieux ou d'art chrétien?
Alors, l'art religieux, pour moi, c'est pas vraiment ce que je fais. Étant donné que ce ne sont pas des scènes bibliques ou des scènes religieuses qui sont imagées. L'art chrétien, peut-être un petit peu plus, dans le sens où ce que l'on est reflété par nos photographies. Chaque artiste va donner sa touche à ce qu'il fait. Donc, que l'on soit chrétien, athée, agnostique ou autre croyant, la manière dont on va voir le monde va être inscrite un petit peu sur notre art, parce que le regard que l'on a sera vraiment écrit sur les photographies ou les peintures que l'on va faire. Donc, j'aurais tendance à dire que mon œuvre est chrétienne par ma nature. Alors, on a vu dans le reportage que vous travaillez avec un tout petit appareil. Alors, je l'ai là d'ailleurs, si ça vous intéresse. J'aime beaucoup travailler avec cet appareil. L'idée, c'est de toujours avoir un appareil photo sur soi déjà, parce que je pense pour un photographe, c'est important de toujours pouvoir capter des choses que l'on peut voir. Mais je pense aussi que ce qui est surtout important quand on photographie, ça va être un petit peu l'œil du photographe. Parce que l'appareil photo va être vraiment le support pour capter l'image et que peu importe l'outil qu'on va utiliser après, c'est vraiment comment est-ce qu'on va comprendre et voir un petit peu ce qui nous entoure. C'est important pour vous de bousculer les gens, justement, de les pousser un peu dans autre chose? Alors pour moi, c'est important d'amener les gens vraiment à penser différemment, à avoir un regard différent sur la vie. Parce que nous avons tous nos manières de penser, nos réalités personnelles. Et je pense qu'il est important de montrer aux gens qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous dépasser ou qu'on ne peut pas forcément comprendre de manière évidente. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire d'amener les gens vraiment à avoir un regard différent sur les choses, au travers de choses tout à fait simples, qu'ils ont l'habitude de voir tous les jours. C'est pas toujours très confortable? Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais bon, après, je pense que c'est une bonne chose de justement essayer de titiller un petit peu les gens sur leurs impressions, sur leurs perceptions. Alors la photographie, c'est quelque chose que vous faites durant votre temps libre, puisque professionnellement, vous vous partagez entre Orléans et Paris pour coordonner le travail des groupes bibliques universitaires. Dans le reportage qui va suivre, Emmanuel Pella nous présente ce mouvement qui a des antennes dans de nombreux pays. À quelques dizaines de kilomètres de la ville de Grenoble, sur les contreforts des Alpes, se tient un rassemblement pas comme les autres, le camp de formation annuel des groupes bibliques universitaires. Les GBU, comme on les appelle dans le milieu protestant, des groupes d'étudiants se réunissant aux quatre coins de la France pour réfléchir ensemble sur la parole de Dieu. En fait, ça intéresse à peu près tout le monde. La plupart du temps, quand il y a des personnes qui sont intéressées et qui viennent dans les groupes, elles ont vraiment des questions très pertinentes et on a vraiment des vraies réponses à leur donner. Et même des fois, les personnes qui sont un peu sceptiques, quand on gratte un peu, quand on répond à certaines objections un peu superficielles, après vraiment elles posent des vraies bonnes questions et elles s'aperçoivent finalement que la Bible, c'est pas le gros livre poussiéreux, plein de légendes, plein de choses un peu bizarres. Elles s'aperçoivent vraiment que ça peut répondre à de vraies questions existentielles. Au milieu de cette joyeuse troupe, un homme clé, Jérémy Corbeau. Salarié des groupes bibliques universitaires, Jérémy est l'administrateur national des GBU. En charge de la communication, de la logistique, de l'organisation des forums Veritas, des conférences débats grand public, Jérémy Corbeau est un peu l'homme orchestre des GBU. C'est quelqu'un de discret. Donc discret par sa présence et aussi dans son échange, mais c'est quelqu'un qui a une foi profonde et sincère et avec qui on peut échanger et discuter sur cette foi. Alors c'est vrai que dans son rôle au GBU, on le voit moins dans un rôle d'enseignement ou de partage biblique ou spirituel. À travers cette image, j'aime interroger un petit peu les gens sur leur imagination. Il est toujours là, il est toujours en toile de fond de ce qui se fait au GBU, il est au courant d'absolument tout. Donc sa foi, elle nous rassure. À l'origine des GBU en France, quelques étudiants d'Aix-en-Provence qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, décident de se réunir afin de prier et d'étudier la Bible. En l'espace de 70 ans, les GBU ont pris de l'ampleur, s'imposant peu à peu dans le paysage protestant. Aujourd'hui, ce sont une centaine de groupes, 1000 étudiants réguliers qui se retrouvent sur les campus, sans compter son développement international.
En 1947, à la fin de la guerre, plusieurs pays se sont assemblés. Donc il y avait la Chine, il y avait la Nouvelle-Zélande, la Suède, les États-Unis, l'Angleterre, la France. Donc une petite dizaine de pays comme ça se sont assemblés en disant est-ce qu'on ne pourrait pas s'unir à un niveau mondial? Et ainsi est née l'Union internationale des GBU. J'ai décidé un jour de faire ma route avec Dieu et de lui faire confiance, de penser que, parce qu'il est le créateur, il sait ce qui est bon pour moi. Et à partir de là, la Bible, c'est évidemment mon guide privilégié. Donc je la lis évidemment régulièrement, ça m'aide à travailler ma vision du monde, à essayer de voir le monde avec ses yeux. C.S. Lewis disait, je crois en Dieu comme je crois au soleil, parce que je le vois, mais aussi parce qu'avec lui, je vois tout le reste. Et moi, c'est ce qui se passe quand je lis la Bible, quoi. Désormais, les GBU sont devenus en milieu universitaire la principale proposition d'étude de la Bible, attirant largement les jeunes de confession protestante, mais aussi catholique, et au-delà. Alors Jérémy, avec une licence en économie européenne et un master en gestion des entreprises, vous auriez pu trouver un job dans une grosse entreprise. Alors, j'ai commencé mon parcours professionnel avec un stage en ressources humaines où j'étais chasseur de tête. C'était une expérience très enrichissante, très intéressante, mais il me manquait une finalité, il me manquait quelque chose. Et quand on m'a proposé de travailler pour les GBU, j'ai accepté parce que je trouvais que c'était justement apporter quelque chose au milieu protestant qui pouvait parfois un petit peu manquer. C'est-à-dire une rigueur, une gestion un petit peu plus professionnelle. C'est important pour vous que des protestants s'engagent dans un certain niveau d'administration et de gestion des associations? Je pense que c'est tout à fait important, justement pour la crédibilité de nos associations, d'avoir des personnes qui soient compétentes, que ce soit en comptabilité, en gestion, dans différents métiers, qui puissent s'engager pour vraiment avoir des organisations qui soient vraiment de niveau professionnel et qui puissent répondre justement aux attentes que les gens peuvent avoir, je dirais des gens qui soient non chrétiens ou chrétiens par rapport à nos associations. Alors avec les 6 années de recul, qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce métier? Alors ce que j'aime beaucoup au GBU, c'est le côté très polyvalent. Ça va aller à la fois du donner un petit coup de pinceau quand il y a besoin de repeindre un mur, à la coordination du GBU Magazine ou organiser des conférences. Donc ce sont des choses qui sont toutes très différentes, mais aussi très intéressantes. Donc c'est vraiment ce qui me motive et ce qui m'amuse dans ce travail. Et comment est-ce que sont perçus les groupes bibliques universitaires dans notre France laïque, dans notre université laïque? Alors c'est assez intéressant. Au niveau des étudiants, on aura toujours de très bons retours, parce que les étudiants sont vraiment en recherche spirituelle, en questionnement. Donc nos discussions autour de la Bible que nous organisons dans les universités ont souvent de très bons retours au niveau des étudiants. Après, au niveau des universités en tant que telles, le retour va être assez variable. Certaines universités vont avoir une interprétation très personnelle de la laïcité, qui peut être un petit peu problématique, qui n'est pas, en tout cas juridiquement, qui n'a pas de base, mais j'aurais tendance à dire que nous travaillons avec des étudiants, donc nous nous adaptons assez facilement, ce qui est aussi une des forces des GBU. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas, quand l'université ne vous permet pas d'avoir pignon sur rue, comment vous faites alors? On va se réunir dans un café, dans une salle annexe, ou même à l'extérieur. Il n'y a pas vraiment besoin de locaux pour faire les activités du GBU. Nos activités principales vont être l'étude de la Bible et la découverte de la Bible, d'amener vraiment les étudiants à apprendre par eux-mêmes à lire un texte biblique et à le comprendre. Et ça, il n'y a pas vraiment besoin d'être enfermé dans un local particulier. Quel rapport à la Bible vous essayez de promouvoir dans les GBU? Alors au sein des GBU, on essaie vraiment d'encourager les étudiants d'avoir une lecture approfondie du texte biblique. Donc pour ça, on a une méthode assez simple qui est OIA, donc observation, interprétation et application. Dans l'observation, on va regarder un petit peu quel est le contexte du passage, parce que comme tout le monde le sait, si on prend un texte en dehors de son contexte, il va surtout servir de prétexte à dire un petit peu ce qu'on a envie d'en dire. Donc vraiment remettre le texte dans son contexte, en regardant un petit peu qui sont les intervenants, quels sont les champs lexicaux, quels sont les verbes utilisés, quels sont les temps. Donc c'est vraiment une analyse de texte que tout le monde peut faire, qui est très très simple. On peut aussi faire cette analyse sur d'autres choses comme des œuvres d'art ou des textes politiques ou des textes de Martin Luther King. Donc vraiment observer le texte, comment il est construit, pour ensuite interpréter, donc c'est-à-dire quel était le message qui était donné pour les lecteurs de l'époque, qu'est-ce que voulait dire l'auteur pour les lecteurs de l'époque, et ensuite l'appliquer, qu'est-ce que ce texte
peut vouloir dire pour nous aujourd'hui. Donc avec cette méthode, on encourage vraiment les étudiants de toute origine, que ce soit spirituelle ou culturelle, à vraiment apprendre par eux-mêmes à lire un texte et à l'analyser. Et vous diriez que votre travail touche combien d'étudiants en France? Vous avez une idée? On estime à peu près 1 millier d'étudiants qui participent au GBU sur une centaine de groupes. Donc voilà, répartis sur la plupart des universités ou écoles ou grandes écoles. Et ce sont des étudiants qui sont déjà des chrétiens, qui fréquentent déjà des églises, ou bien ce sont des étudiants qui viennent de partout, qui découvrent la foi? J'aurais tendance à dire que majoritairement ce sont des étudiants qui connaissent déjà un petit peu la Bible, mais après on accueille beaucoup d'étudiants qui sont en recherche, vraiment en recherche spirituelle, qui sont en recherche de connaissances. Donc toutes les personnes qui viennent au GBU sont vraiment les bienvenues, peu importe leur connaissance biblique. Et alors, dans le cadre de votre travail, vous êtes aussi le coordonnateur des dialogues et des forums Veritas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, les dialogues Veritas sont des événements pour lesquels on demande aux étudiants d'organiser des sondages sur leur campus en posant la question aux autres étudiants. Si vous pouviez rencontrer Dieu, quelles questions est-ce que vous lui poseriez? Et donc, les étudiants font ces sondages. Et à la fin, ils ont le droit qu'à une réponse? Ils ont droit à une réponse, mais s'ils veulent en donner plusieurs, ils peuvent. Et donc à la fin, on prend le top 5 de ces questions pour en faire des soirées de discussion et débat. Donc généralement, alors si on prend les sondages au niveau national, les questions qui reviennent le plus souvent, ça va être pourquoi le mal, pourquoi la souffrance, la science et la religion sont-elles compatibles, quel est le sens de la vie, pourquoi y a-t-il eu des guerres de religion, quel est le rapport de la Bible par rapport à la sexualité. Donc ce sont vraiment des questions qui touchent les étudiants, qui touchent nos contemporains de près. Donc en ayant ces questions, ce sont vraiment des soirées qui intéressent et interpellent les gens qui viennent. Et les forums Veritas? Alors les forums Veritas, c'est un module, une série de conférences un petit peu différentes. Alors le forum est une série de 3 soirées et débats pour lesquels on invite des orateurs de formation vraiment différentes. Ça va aller du philosophe au théologien, à l'économiste. Alors ce sont surtout des débats entre intervenants chrétiens et non chrétiens. L'idée, c'est vraiment d'essayer de décloisonner un peu toutes ces disciplines. Parce qu'on s'aperçoit parfois qu'à l'université, chacun va avoir son domaine de compétences, mais pas forcément interagir ou discuter avec d'autres disciplines. Donc avec ces forums Veritas, on encourage vraiment à avoir des réflexions transversales et d'amener vraiment une discussion de haut niveau sur des sujets assez importants. Vous touchez un public différent que les étudiants? C'est aussi grand public, ces forums? C'est très grand public, ça touche donc des étudiants, mais aussi des actifs qui se posent toutes ces questions. Alors les questions qu'on va traiter en forum Veritas, ça va être par exemple, un autre monde est-il possible par rapport à l'économie? Quel est le sens un peu de ce que nous faisons? On a aussi un thème sur la science et la religion sont-elles compatibles? Donc là aussi, on avait un scientifique et un philosophe qui venaient discuter. Donc ce sont des thèmes qui intéressent énormément nos contemporains et pour lesquels on invite des gens assez compétents pour y répondre. Jérémy, notre émission se termine. Merci pour votre témoignage et pour cette conversation stimulante à bien des égards. On peut revoir cette émission durant une semaine sur Internet. Quant à moi, je vous souhaite un bon dimanche et vous dis à bientôt pour un prochain Temps de le dire.